Le droit pour le commun des mortels est souvent perçu comme rigide, mais pourtant, il sait épouser la sensibilité humaine. Et aujourd'hui, dans cette émission, il dialogue avec l'art. De la page blanche du livre à la matière façonnée de la sculpture, la création artistique n'est jamais laissée au hasard. Elle est aussi saisie par la règle de droit. Car toute œuvre est l'expression d'un esprit, mais également un bien juridiquement protégé. Car derrière chaque création se tient un auteur titulaire de droit reconnu par des mécanismes juridiques qui le protègent, qui protègent à la fois l'auteur et à la fois l'œuvre. Alors, quels sont ces instruments juridiques? Comment le droit encadre-t-il la création artistique et garantit à l'auteur la reconnaissance et la protection ainsi que les bénéfices légitimes? Pour éclairer ces questions, nous recevons le consultant juriste Wonipo Laldagou, qui n'est pas étranger à ce plateau. Fidèle auditeur, il est 11 heures et à 11 heures sur Radio Gina, le droit prend la parole. Cher invité, bonjour. Bonjour, Madame Niaro. Aujourd'hui, nous parlons de propriété intellectuelle. D'accord. Nous parlons de la protection des œuvres artistiques, du livre, de la sculpture et une petite parenthèse avec les œuvres musicales. Alors, je ne sais pas si du point de vue de la loi, il y a une définition juridique de l'art. Si oui, elle est laquelle? Merci beaucoup, Madame. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Et avant de revenir à la question, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui d'abord de remercier Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous a encore donné le souffle de vie en nous permettant d'être sur la terre des vivants. Et aussi, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les responsables de la radio Diena pour cette mission de sensibilisation qui ne cesse d'entreprendre dans le but de permettre à la population togolaise de savoir quels sont leurs droits, comment est-ce qu'il faut se comporter. Là, cette logique qui s'inscrit dans la sensibilisation de la population togolaise est une très bonne idée. Et merci également à l'équipe qui ne cesse toujours de recourir à mes services pour pouvoir apporter une lumière sur des questions ou bien les thématiques liées au droit. Pour revenir maintenant à la question de l'art, il faut dire que l'art, l'art est une matière, ou bien, bon, on peut le dire ainsi, l'art est une matière reconnue à certaines personnes. C'est une habilité que certaines personnes développent pour pouvoir accomplir certaines activités. D'accord. Alors, puisqu'il est question de propriété intellectuelle et par ricochet de protection, quels sont les différents mécanismes qu'il existe pour protéger une œuvre? Pour parler des mécanismes de protection d'une œuvre, il faut d'abord tenir compte de l'objet. Sur ce plateau, on a déjà eu à aborder le thème de la propriété intellectuelle et on avait dit que la propriété intellectuelle est d'abord une discipline qui est composée de deux branches. D'un côté, la propriété industrielle et d'un autre côté, la propriété littéraire et artistique. Si on revient maintenant à la propriété industrielle, nous avons les brevets, et les modèles d'utilité, les marques, les noms commerciaux, les indications géographiques, les schémas de configuration et des circuits intégrés, et voir aussi les variétés végétales, par exemple. Mais si on revient maintenant du volet du droit d'auteur, nous avons par exemple la protection des livres, la musique, la peinture, la sculpture et tout ce qui va avec. Donc, parler du mécanisme, cela reviendrait alors à parler de la matière qui compose chaque discipline, si je peux le dire ainsi. Donc, si on revient en droit d'auteur, nous avons par exemple les livres. Les mécanismes de protection de livres est différent des mécanismes de protection des chansons, par exemple. Et ils relèvent tous du droit d'auteur. D'accord. Alors, on comprendra que pour chaque œuvre, il y a une spécificité en matière de protection. Effectivement, pour chaque œuvre, il y a une spécificité. Si nous revenons par exemple au livre, l'article 36 de la loi de 10 juin 1991 qui protège le droit d'auteur
estime que la protection est accordée durant la vie de l'auteur et 50 ans après la vie de celui-ci, autant pour moi. D'accord. Alors ça, il s'agit spécifiquement du cas du livre. Effectivement. Et lorsqu'on parle de la sculpture, généralement, ce n'est pas un aspect qui est très abordé. Et malheureusement, les gens ne savent pas. La sculpture relève aussi de l'art. Lorsque, par exemple, nous y rendons dans les hôtels, on voit les expositions. Lorsqu'on va dans les musées, on voit les expositions. Or, ces expositions-là attirent les clients. Donc, c'est de l'art. Leurs auteurs doivent pouvoir bénéficier de ces expositions-là. Et ils doivent devoir convenir avec des contrats avec les responsables de ces hôtels, de ces musées, pour qu'ils puissent aussi en tirer un bénéfice. Donc, cela devrait dire, je m'en tiens à l'explication que vous avez donnée, Oui. donc on en déduit qu'une sculpture, une statue même, peut être allée déclarer comme un livre pour bénéficier d'un droit d'auteur. Justement, parce que la sculpture fait partie du droit d'auteur aussi, des droits protégés par le droit d'auteur. Donc, la déclaration se fait au niveau d'un organisme de gestion collective. Et au Togo ici, l'organisme de gestion collective s'appelle le BITODRA, le Bureau togolais du droit d'auteur, qui a été mis en place par les articles 73, 74 et 75 de la loi de 91 que nous venons de citer. Donc, lorsque l'auteur de la sculpture s'y rend au BITODRA et qu'il fait la déclaration, cela lui donne déjà des droits. Mais d'abord, il faut préciser que ce n'est pas la déclaration qui confère les droits, mais les droits naissent à partir de la création. Donc, la déclaration au niveau du BITODRA n'est que pour des faits probatoires. C'est-à-dire, en cas de difficulté sur la titularité de l'œuvre, on peut se servir de ces documents-là pour prouver son œuvre. Ce n'est pas le dépôt au niveau du BITODRA qui attribue le droit de propriété sur la chose. Les droits naissent à partir de la création. Donc, l'auteur de la sculpture aussi bénéficie du droit d'auteur. Alors, pour ne pas prêter confusion avec ce qu'on appelle généralement brevet d'invention, Voilà. qui est réservé aux marques, quels sont les différents éléments qui rentrent dans la sculpture et qui bénéficient d'une protection différente des objets qui sont protégés par les brevets d'invention? Ok, c'est peut-être plutôt l'assiette du droit d'auteur, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui entrent dans le cadre de la protection du droit d'auteur. Tel que je viens de donner déjà les objets de la propriété industrielle, on ne va pas plus revenir là-dessus. Et il y a aussi les autres éléments qui entrent dans le cadre du droit d'auteur ou bien de la propriété littéraire et artistique. Au nombre de ces éléments, nous avons la musique, nous avons la sculpture, nous avons les œuvres multimédia, c'est-à-dire les séries, les films. Nous avons les œuvres architecturales aussi. Et nous avons les œuvres écrites. Les œuvres écrites comme les livres, les romans, les poèmes, même le slogan. Le slogan aussi est protégé par le droit d'auteur. Oui, alors de manière spécifique, quand on parle de sculpture, je suppose qu'on fait allusion aux œuvres architecturales. C'est compris quels sont les différents objets qui peuvent jouir d'une protection? Les objets... Quand on parle de sculpture, de manière concrète. La sculpture, nous avons, une fois que le sculpteur a mis en place peut-être une sculpture donnée, là, l'objet est protégé. La sculpture qui a été mise en place, elle est protégée par le droit d'auteur. Une fois qu'il le fait déclarer, il va bénéficier de la protection. Alors, j'aimerais vraiment comprendre la notion de sculpture parce que généralement, quand on parle de sculpture, on fait référence à un dessin qui a été façonné à travers le bois, le matériel bois. Est-ce que c'est essentiellement ces éléments qui sont considérés comme des sculptures ou bien les statues, les monuments, les pots de fleurs peuvent aussi rentrer dans l'assiette? Effectivement, tel que vous venez de dire, si nous prenons par exemple les pots d'assiette ou bien la sculpture avec qu'on a fait avec les bois, tout cela entre dans la catégorie de l'art. Parce que l'art protège le volet esthétique, le volet visuel. Donc, c'est l'art qui est protégé en droit d'auteur. Donc, ces aspects-là constituent un élément de l'art qui sont protégés par le droit d'auteur. Alors, généralement, en matière de propriété intellectuelle, on dit que l'œuvre à protéger doit être une innovation. Okay. Et quand on prend le cas des sculptures, parfois, ce sont les mêmes dessins. On se rend compte que ce sont les mêmes choses qui sont produites. À ce niveau, est-ce que
on peut toujours aller déclarer ou on risque d'être frappé par un refus? Il faut dire que parler d'innovation en droit d'auteur, c'est bon. Je dirais qu'on ne peut pas parler d'innovation en tant que telle, puisque la condition de protection, elle est l'originalité. L'innovation plutôt intervient en matière de la propriété industrielle, D'accord. principalement. Donc en droit d'auteur, on parle d'originalité. L'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité de son auteur. Par exemple, moi, en matière musicale, j'ai un arrangeur qui est aux États-Unis. Lorsqu'il arrange une chanson, toute personne qui le connaît, lorsque tu écoutes la chanson, tu vas dire que non, cette chanson-là, c'est telle personne qui l'a produite. Telle chanson, c'est tel arrangeur qui l'a faite. Il a une manière spéciale d'arranger ces chansons. Et à chaque fois que tu écoutes, tu vas ressentir cette spécificité-là qui provient de lui. Donc, la condition de protection en droit d'auteur, c'est l'originalité. Une fois qu'on arrive à identifier l'œuvre comme se rattachant à tel auteur, alors l'œuvre, elle est protégée. Pas forcément une innovation. Lorsque l'auteur en question, peut-être, a plusieurs œuvres, il va les faire déclarer au niveau du Butoldra. Il y a les bulletins de déclaration. Il va les faire déclarer. Et une fois qu'on lui rattache l'œuvre, il est le titulaire. On n'a pas forcément besoin de l'innovation pour pouvoir dire que non, la protection, elle est accordée. D'accord. Alors, si on s'attarde sur le cas particulier de la sculpture, en quel moment le droit d'auteur qui peut être affecté à la sculpture peut tomber dans la propriété industrielle? Il faut dire qu'il n'y a pas un grand rapport entre la sculpture et la propriété industrielle. Parce qu'ils appartiennent tous deux à des domaines différents. Donc, on peut dire que la sculpture peut perdre, ou bien la protection, on peut perdre la protection par écoulement du temps. Parce que je viens de dire en matière de droit d'auteur, la protection, elle est d'abord à vie de l'auteur et 50 ans après son décès. Maintenant, si le sculpteur en question, après avoir mis en place la sculpture et venait à décéder, donc le principe de protection s'applique. Et une fois que ce délai-là est passé, là, l'œuvre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. L'œuvre ne tombe pas dans le domaine de la propriété industrielle, mais plutôt dans le domaine public. Ce qui voudrait dire que son exploitation est libre de droit. Mais son exploitation doit pouvoir être autorisée par l'organisme de gestion collective. Et au Togo, c'est le Butorda. Donc, si l'auteur est déjà décédé et que l'œuvre aussi a déjà fait le temps nécessaire, donc pour pouvoir l'utiliser, on n'a plus forcément besoin des autorisations de l'auteur et ainsi de suite. Donc, on se rend au Butorda pour obtenir à ce moment-là l'autorisation du Butorda. Et les frais qu'on payait peut-être pour l'exploitation de cette œuvre-là est réduite à 50%. Lorsque l'œuvre est déjà tombée dans le domaine public. Puisque généralement, les systèmes collectifs africains s'inscrivent dans la logique du domaine public payant. On estime que le droit d'auteur est arrivé en Afrique tardivement. Le droit d'auteur, la protection est arrivée, voir que certains auteurs sont même déjà décédés. Donc les gens n'ont pas joui de leur œuvre avant de partir. Donc c'est pourquoi la plupart des systèmes de protection en matière de droit d'auteur en Afrique, ils ont opté pour un domaine public qui est payant. Oui. Alors, avant de revenir sur la jouissance pécuniaire de tout ce qui est relié à la propriété intellectuelle, au droit d'auteur, j'ai une fois participé, j'ai une question, elle est relative à un événement auquel j'ai participé, à une exposition d'art, où l'artiste faisait des sculptures en forme de meubles, des canapés, des fauteuils, et qu'il produisait en quantité pour commercialiser. D'une certaine manière, c'est devenu sa marque. C'est devenu quelque chose de précis. Est-ce que pour cet exemple précis, il peut, au lieu d'opter pour le droit d'auteur, il tombe dans la propriété industrielle parce qu'il produit quelque chose en série? La production en série n'est pas une raison pour protéger peut-être un objet d'art en droit de la propriété industrielle. Peut-être s'il veut protéger la marque, c'est possible, mais il y a quand même le droit d'auteur qui subsiste. Donc, il protège, il met sa marque sur la sculpture, il donne un nom. Donc, il peut décider de protéger cette marque-là. Donc, on a ce qu'on appelle un cumul de protection. On peut protéger alors à ce moment par le droit d'auteur et protéger la marque en droit de la propriété industrielle aussi. Donc, c'est possible. D'accord, c'est noté maintenant. D'accord. Et quels sont les aménagements qui sont prévus en ce qui concerne les tableaux?
les tableaux, la peinture, parce que quand on parle d'art, on fait également référence aux tableaux d'art. Ok. Et les aménagements par rapport à la peinture, il faut Oui. dire que la peinture aussi fait partie de l'assiette du droit d'auteur. Donc la peinture aussi, elle est protégée. Et à ce niveau, il y a une spécificité. Au nombre des droits patrimoniaux que nous avons un droit qu'on appelle le droit de suite. C'est-à-dire les auteurs aujourd'hui, ou bien les peintres, ils peignent tableau. Au premier vue, on se rend compte que le tableau n'a pas de valeur. On le vend à un prix vil. Mais avec le temps, lorsque le peintre va acquérir de la renommée, de la notoriété, Oui. son tableau va prendre de la valeur. Or, il avait déjà vendu ça préalablement à des prix très bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la loi a prévu un droit qu'on appelle droit de suite pour permettre à l'auteur de profiter encore de la vente qui pourrait résulter des œuvres qu'il avait déjà vendues. Et le pourcentage est de 5% sur le prix de vente. Si son œuvre se trouve dans les mains de M. X, qu'il avait acquis peut-être à 5 000, et à l'instant T, l'œuvre est à 10 millions par exemple. Donc, si M. X revendait son œuvre là, il ne va pas dire que non, moi je l'avais acquis à 5 000, donc je n'ai rien à foutre avec l'auteur. Non. Le droit a mis en place des aménagements pour permettre ainsi à l'auteur de venir encore bénéficier de 5% dans les bénéfices que M. X aurait réalisés. Très bien. Vu qu'on a déjà amorcé la question des avantages pécuniaires, Effectivement. comment est-ce un auteur d'un livre, peut jouir des bénéfices pécuniaires en protégeant son livre? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que de nos jours, la protection en matière du droit d'auteur est un peu fragilisée, surtout avec l'avènement du numérique, où tout est maintenant compliqué. Et avec le livre, la protection, elle est essentielle. Lorsqu'on a un livre, la meilleure façon serait d'abord de le faire déclarer pour bénéficier de l'accompagnement de l'organisme de gestion collective. Si on veut mettre en place un livre, il faut peut-être recourir au contrat d'édition par exemple, pour voir la maison d'édition qui va s'en charger de produire. Mais la vraie protection, ce que je pourrais dire ici, c'est de se référer au service du Bitodra. Puisque le Bureau togolais du droit d'auteur gère les droits sur les livres. Qu'est-ce que, par exemple, l'auteur du livre pourra faire? Lorsque la maison d'édition produit les livres, l'écrivain en question peut dire que non, avant que ces livres-là ne puissent faire l'objet de commercialisation, ces livres doivent d'abord revêtir des hologrammes du Bitodra. Le Bitodra a ce que les avocats, les notaires, les justices appellent les vignettes. Le Bitodra a ces vignettes-là qu'on appelle les hologrammes. Et elles ne sont pas chères, c'est seulement à 100 francs. Et si le nombre est suffisamment conséquent, on peut même revoir le coût. Donc, lorsque l'auteur stipule que son œuvre, avant qu'elle ne puisse être vendue, doit revêtir de cet hologramme-là, c'est un moyen de le sécuriser. C'est un moyen de protection. Donc, lorsque la maison d'édition va vouloir essayer de vendre ces livres-là, elle ne pourra pas, puisqu'elle ne peut pas aller demander au Bitodra de lui fournir les hologrammes. Seulement l'auteur a droit à se rendre au Bitodra pour demander à ce qu'on puisse lui vendre les hologrammes et il va étiqueter sur son livre. Là, c'est un moyen très capital de protéger les écrivains. Comme ça, même au décès de l'auteur, les ayants droit pourront continuer l'exploitation. Et ça va leur permettre aussi d'identifier les éventuels cas de contrefaçon. Parce que chaque livre qu'on va trouver sur le marché qui ne doit pas revêtir l'hologramme du Bitodra, très rapidement, ça va t'interpeller. Nous, dans notre contrat, on s'était dit que les livres qui seront mis dans la circulation doivent revêtir les hologrammes. Voilà un livre qu'on vient de rencontrer dans la nature et qui n'est pas revêtu de cet hologramme-là. On se dit en même temps, il y a un problème quelque part. Il faut chercher en même temps à trouver une solution. Donc, la meilleure façon, c'est d'abord la déclaration et les dispositions contractuelles pour mieux protéger un écrivain, par exemple. Généralement, quand les artistes, les auteurs vont au niveau dans le cas particulier du Togo, au niveau du Bitodra, généralement, c'est pour éviter les cas de piraterie, de contrefaçon. Mais j'ai cru apprendre, c'est le cas d'Avéré, mes affirmations, qu'on peut obtenir des redevances, de l'argent en faisant protéger son œuvre.
et qu'on peut le percevoir au niveau du bureau de protection. Est-ce que c'est vrai? Justement, c'est le but même de l'organisme de gestion collective. C'est la gestion des droits. Vous savez, la gestion se fait à deux niveaux. La gestion, elle, se fait d'abord au niveau individuel. Chaque artiste organise la façon de gérer ses droits et tout ce qui va avec. Et au niveau des musiciens, par exemple, il y a ce qu'on appelle le cachet. Lorsque quelqu'un t'invite pour venir chanter, il te donne un cachet. C'est-à-dire, c'est un montant que vous allez convenir en vertu d'un contrat que l'organisateur va te payer. Ça, c'est la gestion individuelle. Ou bien, quelqu'un peut t'inviter dans un bar, dans un bar ou bien dans une boîte de nuit, par exemple, ou bien dans une église pour venir chanter pour une prestation. Et là, on te remet un cachet. Ça, c'est la gestion individuelle. Mais la gestion individuelle, elle n'est pas suffisante. Par exemple, les bars exploitent les œuvres musicales. Les boîtes de nuit exploitent les œuvres musicales. Les banques exploitent les œuvres musicales. Les hôtels, tout ça là. Est-ce qu'un artiste peut se lever et se promener dans les bars et dire au bar, vous avez joué mes œuvres, payez-moi de l'argent. Allez dans les hôtels, demandez au gérant, donnez-moi de l'argent parce que vous avez l'habitude d'exploiter mes œuvres. Vous allez vous en rendre compte qu'à ce niveau-là, la gestion individuelle, elle est limitée. Et compliqué, surtout. Et très compliqué, voilà. Si l'artiste trouve du succès à l'extérieur. C'est pour cette raison que le Bitodra est là, pour intervenir et assister les auteurs dans la gestion de leurs droits. Donc maintenant, le Bitodra a ce qu'on appelle le contrat de représentation. Lorsque l'artiste se fait déclarer au niveau du Bitodra, je profite pour dire que la déclaration, elle n'est pas coûteuse, c'est de 10 000 francs seulement. Donc lorsque l'artiste se fait déclarer au niveau du Bitodra avec ses chansons, déjà c'est fini. Donc le Bitodra a ce qu'on appelle les usagers. Les usagers, ce sont ceux-là qui utilisent les œuvres de l'esprit à l'instant des bars que nous venons de citer, les boîtes de nuit, les hôtels, les radios, les télévisions, et ainsi de suite. Donc le Bitodra a des contrats de représentation avec tous ces usagers-là où ils perçoit des redevances de droits d'auteur qu'il reverse maintenant aux auteurs. Donc, dans l'année, le Bitodra reverse les redevances 2 fois, dans le mois de juin et dans le mois de décembre. Et déjà, le décembre dernier, le Bitodra était à sa 51e répartition des droits d'auteur. Et c'est estimé à peu près à combien? Et c'est estimé à combien, je ne saurais le dire, puisque ça dépend de la collecte que le Bitodra aurait fait. Mais ce que je peux dire, c'est que par moment, la répartition ou bien le montant peut aller jusqu'à 400 voire 500 000 francs. Mais par auteur? Pas par auteur, ça dépend de l'exploitation de l'œuvre. C'est-à-dire, si on essaie de regarder peut-être le montant le plus élevé, on peut avoir jusqu'à 400 000 bien 500 000 francs, parce qu'on tient compte de l'exploitation. Vous savez, si on dit que le Bitodra fait la répartition des droits, il faut d'abord la collecte. C'est sur un fonds donné qu'il faut repartir. Et la répartition ne peut pas être aussi égalitaire, puisque l'exploitation n'est pas égalitaire. Vous voyez. Donc, dans les boîtes de nuit, par exemple, on exploite plus certaines musiques que d'autres. Oui. Donc, et ces boîtes-là, ils ont ce qu'on appelle des fiches qu'ils remplissent. Donc, lorsque ils ont, par exemple, un programme, ils mettent le nom des artistes qu'ils ont joué avec les morceaux. Et après, le Bitodra passe pour recollecter ces fiches-là. Dans les radios aussi, il en va de même. Donc, les radios ont aussi leur liste où ils mettent sur la dite liste le nom des artistes qu'ils ont utilisés et leurs œuvres aussi utilisées. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est à partir de la collecte de ces listes-là que le Bitodra parvient à voir, voilà, telle œuvre plutôt est exploitée et telle œuvre aussi est exploitée. Donc, à la fin, maintenant, le Bitodra a un mécanisme bien mis en place qui lui permet maintenant de pouvoir faire les opérations. C'est une application qui a des coefficients. Donc, on sait que, par exemple, telle œuvre a un coefficient plus élevé. Bon, selon les informations que j'ai à mon niveau, les œuvres traditionnelles, par exemple, les musiques traditionnelles, leur coefficient est plus élevé, peut-être que les chansons chantées en français et autres là. Donc, c'est pour promouvoir aussi la culture togolaise, si je peux le dire ainsi. Donc, le Bitodra tient compte de tous ces éléments-là pour faire la répartition. Donc, c'est ce qui fait que vous allez voir, il y a un artiste, par exemple, qui est bien connu, mais ne va pas sortir à la répartition. Parce que peut-être ces œuvres ne sont pas exploitées
dans ces institutions-là, ou bien lorsque le bureau togolais du droit d'auteur a collecté les fiches, eux ne voient pas suffisamment d'exploitation de l'œuvre de l'auteur en question. C'est-à-dire qu'il faut atteindre un seuil avant de pouvoir rentrer dans la répartition. Pas un seul, mais il faut que l'œuvre soit exploitée. Lorsque le bétodage se rend compte que voilà, ton œuvre a été exploitée une fois, deux fois, trois fois, déjà ça te permet d'avoir l'attribution peut-être d'un coefficient. On dit, bon, voilà, tu as un coefficient, après deux coefficients. Et avec le logiciel, à la fin, le Bitodra introduit des données. Et c'est le logiciel qui a été fourni d'ailleurs par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et c'est ce logiciel-là qui fait maintenant sortir les résultats. Donc, ce n'est pas une attribution aléatoire des montants que le Bitodra fait, mais c'est à partir des opérations très techniques. Très bien. Alors, vous avez vraiment développé la partie de l'art du point de vue musical. Merci pour cet aspect. Je parlais tantôt des œuvres littéraires, du livre. À ce niveau, comment est-ce que la collecte est faite et comment la répartition aussi se fait? Merci beaucoup. Il faut dire que les auteurs écrivains aussi sortent souvent à la répartition. Lorsqu'on parle de la répartition, c'est tout type d'auteurs. Les écrivains, les musiciens, les sculpteurs et tout ce qui va avec. Au niveau maintenant du livre, tantôt j'étais en train de dire que il faut d'abord faire déclarer le livre et peut-être imposer une certaine restriction à la commercialisation, en estimant peut-être que le livre, avant qu'il ne puisse sortir de son circuit de production vers le circuit de distribution, doit revêtir par exemple les hologrammes du Bitodra. Donc l'achat déjà des hologrammes est un point très élevé pour l'écrivain. Donc lorsqu'on se rend compte que l'écrivain a déjà acheté les hologrammes, ça lui donne aussi droit. Ça c'est un. De deux, au niveau du livre toujours, et on sait qu'il y a certaines œuvres qui sont programmées par année. C'est-à-dire dans les écoles. Si nous prenons une œuvre qui porte sur la mathématique, par exemple, et que dans cette année, cette œuvre-là a été mise au programme. Déjà, l'écrivain ou bien l'auteur de cette œuvre-là avait déjà fait déclarer l'œuvre au Bitodra. Et le Bitodra sait que l'œuvre est au programme. Certainement, l'œuvre est exploitée. Oui. En fait, c'est l'exploitation qui permet au Bitodra de pouvoir accorder la redevance du droit d'auteur. Si tu écris un livre et que tu dors, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'à la fin peut-être de l'année que tu ailles dire au Bitodra, mais moi j'avais écrit un livre, mais toute l'année je n'ai rien reçu. Comment vous faites vos choses? Il n'est pas question d'écrire un livre, mais c'est l'exploitation qu'on en fait qui est très important. Donc, lorsque l'exploitation est faite, cela te permet aussi d'avoir des redevances. Donc, voilà, on peut dire d'une manière résumée que les auteurs bénéficient de deux niveaux de rémunération. D'abord, la rémunération personnelle, individuelle, à travers l'exploitation individuelle de leur œuvre, et aussi la rémunération par l'organisme de gestion collective, qui est le Bitodra, à travers l'exploitation de l'œuvre que les usagers ont fait et que le Bitodra aurait en vertu de contrats de représentation recueillir les redevances pour pouvoir les reverser. D'accord. Alors, généralement, que ce soit les écrivains ou les artistes, ils sont signés dans des maisons de production, dans des maisons d'édition. Voilà. Et puisque les droits pécuniaires sont censés être utilisés à titre personnel, Effectivement. Comment est-ce que la répartition est faite à ce niveau? Est-ce que l'argent est directement affecté aux maisons d'édition, de production, ou on remet directement entre les mains des artistes? Je n'ai pas bien compris la question, mais je crois que vous êtes en train de parler du contrat d'édition entre l'auteur et une maison d'édition. Une maison d'édition. Comment est-ce que ça affecte la répartition pécuniaire des avantages dus à la souscription à un droit d'auteur? Non, il faut dire que ça n'affecte en rien. Ça n'affecte en rien, puisque c'est une question contractuelle. Je viens vers vous, j'ai un livre à éditer. Vous éditez mon livre, nous discutons des conditions de paiement. Donc, vous dites par exemple, par livre, je vous dois 2000 et moi, j'ai en commande 1000 exemplaires. Donc, nous discutons sur les modalités de paiement. Si j'ai les 2000 par livre, je te verse en intégralité. Ou bien, si je n'ai pas des moyens, je dis, voilà que la situation
actuel ne me permet pas de pouvoir honorer les engagements ou bien les exigences que vous venez de me donner. Mais est-ce qu'on peut négocier autrement? Donc là, vous me produisez d'abord, vous m'éditez le livre et à la vente, vous aurez tel pourcentage sur chaque livre. Donc ça dépendra des dispositions contractuelles. Sinon, le versement des redevances par le droit d'auteur, par le bitodra, autant pour moi, n'a rien à voir avec la maison d'édition qui avait produit l'œuvre. Soit peut-être dans le cadre de leur contrat toujours, l'auteur peut dire, bon voilà, l'œuvre doit être exploitée pour telle année, les droits d'auteur que le bitodra va me verser, donc je vais vous les avancer comme étant la contrepartie des services que vous m'avez rendus. Par disposition contractuelle, on peut toujours en arriver là. Mais ce n'est pas une obligation. Mais ce n'est pas une obligation. Rien ne prouve que ton œuvre sera exploitée et rien ne prouve d'ailleurs que tu auras des redevances auprès du bitodra. Donc c'est un risque à ne pas prendre par les maisons d'édition. Donc vous venez vers moi, on essaie de négocier, le contrat est clair et puis j'essaie d'éditer ton livre et puis soit tu me paies cash ou bien tu me paies partiellement ou bien sur le coût de chaque vente, j'ai un pourcentage donné. Donc ça, c'est entre l'auteur et la maison d'édition. L'organisme de gestion collective n'est pas directement impliqué en tant que tel. Cela veut aussi indirectement dire que la maison de production ou d'édition n'a pas à exiger de vouloir toucher aux redevances accordées à l'artiste. En fait, les redevances, c'est le bureau togolais qui verse les redevances. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, en réalité, la maison d'édition ne sait même pas qu'il y a le bitodra qui est là, qui reverse les redevances. Ça, c'est un. De deux, la maison d'édition ne sait pas si l'auteur va déclarer son œuvre ou non. Parce que pour que le bureau togolais des droits d'auteur puisse vous reverser les redevances, il faut d'abord préalablement déclarer l'œuvre. Donc, peut-être que l'écrivain, lui, là, juste amené son livre, on l'a édité le livre. Il ne sait même pas non plus qu'il y a un bureau qui existe qui protège ses droits. Donc, la maison d'édition ne peut pas avoir un regard sur les redevances. Il doit plutôt avoir un regard sur la prestation de service qu'elle doit fournir à l'écrivain et solliciter à ce que l'écrivain puisse lui payer à hauteur de la prestation de service qu'elle lui aurait peut-être servi. Oui. Alors, vu que cette émission est dédiée à aborder les différents mécanismes de protection des œuvres, alors comment est-ce que l'auteur, un artiste, peut suivre la commercialisation, l'exploitation de son œuvre? Merci beaucoup. La commercialisation ou l'exploitation de l'œuvre peut suivre plusieurs mécanismes. Nous avons principalement les contrats. Il y a les contrats de licence qu'il faut mettre en place, les contrats de cession aussi qu'il faut peut-être envisager. Souvent, l'exploitation se fait par voie contractuelle. Par exemple, au niveau de la déclaration des œuvres, au niveau du bitodra, par exemple, on peut décider que voilà, je décide. Parce qu'il y a un contrat qu'il faut signer avec le bitodra. Et il y a une partie où on dit, tu cèdes tous tes droits, ou bien c'est une partie de tes droits que tu cèdes. Ce qui voudrait dire qu'un seul auteur peut adhérer à plusieurs organismes de gestion collective. Tu peux adhérer au Togo, adhérer au Bénin, adhérer à la SACEM en France, ainsi de suite. Mais dans les dispositions contractuelles, il faut préciser. Peut-être au niveau du Togo, je vous cède mon droit de reproduction. Au niveau du Bénin, je vous cède le droit de la représentation. Au niveau peut-être de la France, c'est le droit peut-être de la reproduction qui est cédé aussi. Donc, quelle est la spécificité de ces mesures de représentation? C'est l'ensemble des droits qui permet à l'auteur de tirer avantage de son œuvre. On parle des droits patrimoniaux. Nous avons les droits de représentation. C'est-à-dire? Les droits de représentation sont les droits qui permettent peut-être à un organisme de pouvoir représenter l'œuvre de quelqu'un. Par exemple, il y a une chanson qui est disponible et que toi, tu veux peut-être représenter l'auteur et en exécutant son œuvre. Donc, tu dois obtenir son autorisation. Et l'obtention de l'autorisation sous-entend que tu dois verser des redevances à l'artiste. Donc, tu peux négocier directement avec lui pour le représenter. Sur les scènes, par exemple, les théâtres, quelqu'un peut peut-être interpréter ou bien représenter le morceau d'un artiste. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le droit de reproduction, c'est le droit qui permet de remultiplier le livre, par exemple. Ou bien la chanson de les téléchargements. Le téléchargement, par exemple, c'est
un droit de reproduction lorsque nous nous inscrivons en matière de la musique. Donc, il peut céder le droit de reproduction pour dire que c'est seulement au Togo qu'on peut télécharger mes chansons. Licitement, bien évidemment. Et qu'au Bénin, autre, non, on ne peut pas télécharger mes chansons, mais on peut l'écouter directement via peut-être les radios et autres. Donc, on a la liberté de faire tout ce qu'on veut avec le contrat, bien évidemment. Justement, parlons d'une protection du point de vue numérique. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup de choses se font sur le numérique, que ce soit avec les artistes, des vidéos qui sont publiées sur les plateformes, les streamings et même les livres qui existent en version numérique. Voilà. Est-ce qu'il y a des dispositions juridiques, du moins du point de vue national, qui permet à ces artistes-là de protéger leur œuvre? Effectivement, il y a des mesures qui sont prises. On appelle les mesures techniques de protection. Ce sont les mesures techniques de protection. Et le contournement à ces mesures de protection-là est constitutif d'infraction. Alors, dit que si un auteur a mis en place son livre, ou bien un livre numérique, il y a des conditions qu'on définit autour de cette protection-là. Donc, lorsque tu viens contourner ces conditions-là pour entrer en contact direct avec le livre ou bien pour pouvoir télécharger le livre, donc tu as commis un acte de contrefaçon. Ça, c'est le contournement des mesures techniques de protection. Et nous avons les traités de l'OMPI de 1996 qui réprimandent ces actions-là. Il n'y a pas un article cité nommément? Oui, c'est ce que je dis. Les traités de l'OMP de 1996 a prévu, bon, j'ai oublié quand même l'article un tout petit peu malheureusement, mais dans ces traités-là, nous avons quand même ces mesures, ou bien les mesures techniques de protection-là qui sont prévues. Alors, quand on prend le cas particulier d'un écrivain qui souhaite produire ses œuvres uniquement sur le numérique, est-ce qu'il est tenu, est-ce qu'il est obligé de passer par le Butoudra? Pas forcément. Pas forcément, il n'est pas obligé de passer par le Butoudra. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, la gestion individuelle peut se faire par tout auteur. Tu gères seul tes œuvres. Sauf que cette gestion-là, elle est limitée à l'heure du numérique. Donc, le mieux serait, à côté de cette gestion individuelle-là, qu'on associe aussi la gestion collective en accordant au Butoudra ces droits-là de pouvoir collecter, de pouvoir peut-être collecter les redevances auprès des usagers pour toi. Si nous prenons par exemple le domaine de la musique, nous avons la rimback-tone, c'est-à-dire la musique d'attente. Lorsque tu appelles quelqu'un, tu vas écouter d'abord une mélodie, on va te dire de souscrire. Voilà, par exemple, cela est arrivé avec le numérique. Donc, la gestion des ringback tones est faite par le Butoudra. Tu peux dire que non, je vais gérer ça moi-même avec les fournisseurs d'accès à Internet. Mais vous allez voir que souvent, les contrats sont des contrats d'adhésion. Ce qu'ils vont t'imposer, c'est ce que toi, à l'artiste, tu vas faire. Parce que tu es en position de faiblesse, tu ne pourras pas négocier. C'est pourquoi le Butoudra a pris en charge ce type de contrat-là. Donc, les fournisseurs d'accès à Internet transmettent au Butoudra la liste des artistes et de leurs chansons qu'ils exploitent. Et le Butoudra essaie maintenant d'obtenir un contrat en bonne et due forme en fonction de ces exploitations-là pour pouvoir reverser ces redevances aux artistes. Donc, à ce niveau-là, cette gestion-là, elle est plus adaptée au Butoudra qu'aux artistes eux-mêmes parce qu'ils seront défavorisés dans ce genre de contrat. Je pense sincèrement qu'il faudra aborder la question des contrats qui lient les artistes, les auteurs à leur maison de production, de tout ce qui est contrat de production, d'édition, de session, afin d'éclairer la lanterne de nos auditeurs. Effectivement, nous avons les contrats d'auteur, par exemple, les contrats d'auteur lorsque tu veux éditer un livre, tu vois la maison d'édition ou préparer un contrat d'édition. Donc, c'est un contrat, c'est en vertu de ce contrat-là que vous allez définir les obligations de chacune des parties. Qu'est-ce que vous attendez de la maison d'édition? Qu'est-ce que la maison d'édition aussi attend de vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la contrepartie de la prestation de la maison d'édition, par exemple? Donc, ce sont sur ces questions-là qu'il faudrait discuter dans le cadre contractuel. D'accord. Je pense, comme je le disais tantôt, on va consacrer tout un numéro pour pouvoir aborder de long en large le sujet. Et très rapidement, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'un jeune auteur ou artiste peut faire pour se protéger? La démarche à suivre. Ce qu'un jeune auteur ou artiste peut faire pour se protéger, je crois que
Et au vu de tout ce que nous venons de dire, ce serait d'abord de chercher à adhérer à l'organisme de gestion collective qui est le Bitodra au Togo. Et d'abord, cette adhésion est très bénéfique pour lui puisque nous sommes à l'ère du streaming où tout est dématérialisé, les supports sont dématérialisés et la gestion individuelle, elle est limitée. Donc, il faudrait maintenant migrer vers d'autres gestions qui est la gestion collective. Mais malheureusement, le Bitodra n'a pas aussi le pouvoir juridique de pouvoir vraiment coincer les géants du numérique comme les GAFAM par exemple, parce que il n'y a pas un test en la matière qui habilite le Bitodra à pouvoir procéder à la collecte des redevances numériques. Parce qu'il faudrait d'abord la loi pour lui donner tout le pouvoir. C'est vrai, il y a quand même des lois internationales et autres, mais une loi nationale est encore en cours. Elle n'a pas encore été adoptée. Une loi dans laquelle on a prévu, par exemple, la copie privée, le droit de reprographie, qui sont des corollaires ou bien les conséquences induite par le numérique. Donc, on va prier fort que cette loi-là puisse être adoptée très prochainement pour que le Bitodra puisse être armé de toutes les mesures nécessaires de pouvoir procéder à la perception numérique. Et en ce moment, nous aurons l'occasion de pouvoir aborder, de décrypter ce document, ce décret, ce code, je ne sais pas, en tout cas. C'est une loi. C'est une loi, d'accord, Voilà. de pouvoir décrypter, analyser cette loi. Monsieur Laldagou Onipo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. Merci également aux fidèles auditeurs de l'émission L'heure du droit, l'émission consacrée aux thématiques juridiques. Merci pour la fidélité d'écoute. On se donne rendez-vous le jeudi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. C'était Méchac Niaro au micro.